Retour dans l'Access de Sport 365 en direct avec David. Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume Wilcock. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Co-auteur de ce très beau livre, très intéressant, qui va réveiller chez vous de magnifiques souvenirs, les monuments du tennis moderne, avec à la une, en haut, Roger Federer et Rafael Nadal, mais juste en dessous, Björn Borg. Rien que le petit Polo Fila. Ah oui, puis les cheveux, vous aviez la même coupe durant votre adolescence. Non mais rien que le petit Polo Fila. Et alors, je suis en train de retrouver, regardez à l'intérieur, si on peut zoomer là-dessus, la veste de survette de Borg. Non mais elle est mythique celle-là. Non? Ça vous parle pas? Ça se reporte aujourd'hui, si. C'est magnifique ça, Guillaume, non? Ah, et puis alors en plus sur la photo de couve, c'est vraiment le match mythique de Borg, celui qui est rentré dans toutes les mémoires. C'est la finale de 1980 contre John McEnroe. On va en parler dans quelques petites minutes. On rappelle que tu es journaliste indépendant, que tu as bossé pour la Fédé de tennis, pour Eurosport, pour l'équipe, pour SoFoot. Tu es créateur et rédacteur en chef du site qui s'appelle 15lovetennis.com. Absolument. Les maîtres du jeu. Alors tu retraces les 12 plus grands champions de tennis que sont, pour toi, Agassi, Becker, Borg, Connors, Edberg, McEnroe, Lendl, Sampras, Wilander, Federer, Nadal et Djokovic. Wilander? C'est ça. Wilander? Oui. Dans les 12 plus grands. Moi j'adore, mais... Alors le biais du livre, c'est quand même de se limiter à l'Air Open. Ouais, ce que j'allais dire, parce que là, on voit bien qu'on est dans l'Air Oui, Open. oui, là, évidemment. Donc on a même fait le choix de débuter précisément à 1974, qu'on considère comme l'année où... David avait déjà 20 ans. Pratiquement. Mais c'est vraiment l'année qu'on considère comme étant celle où, avec l'émergence de Jimmy Connors qui gagne 3 grands chelems cette année-là, et Björn Borg qui gagne le 4e à Roland-Garros, à ce moment-là, c'est vraiment l'année où les bébés de l'Air Open sont vraiment arrivés au pouvoir. Les bébés. Non, c'est génial. C'est ça. Dire ça. C'est vraiment les enfants du professionnalisme. Qui ont marqué 20 ans de tennis. Ouais, puis avec leur personnalité aussi. C'est vrai qu'on se plaint aussi pas mal aujourd'hui du manque de personnalité des plus grands joueurs. À cette époque-là, on avait quand même des grandes gueules, quoi, tout simplement. Ouais. Les années 80, effectivement, c'est l'apogée. Il y a les gentils, les méchants, les Mr. Good Guy comme Stefan Edberg. C'est qui les méchants? Le principal méchant de l'époque, je pense que c'est Ivan Lendl. C'est celui que tout le monde adorait détester. Et McEnroe, non? McEnroe, c'est plus ambivalent finalement. Ouais. On l'aime ou on le déteste. Pourquoi Lendl? En quoi il était méchant? Il était froid, mais méchant? Je pense que plus que méchant, pas forcément, il était très froid. On a découvert plus tard qu'il avait un sens de l'humour très acide, vraiment très piquant, qui faisait que bon, on aimait ou on n'aimait pas. Je pense qu'il y avait quand même aussi le contexte géopolitique de l'époque. On est en pleine guerre froide. Voilà, il symbolise quand même le joueur de l'Est face au joueur de l'Ouest qui était exubérant, etc. Lendl comme Navratilova sur le circuit féminin, c'est les représentants de qu'est-ce qui se passe derrière le mur, qu'est-ce qui se passe à l'Est. Il y a des anecdotes sympas. Quelles sont les 3-4 anecdotes les plus croustillantes qui réveillent chez nous les plus beaux souvenirs? À propos de Lendl en particulier? Non, ou en règle générale. Hein. Après, il y a beaucoup de choses. Peut-être le match culte qui a suscité beaucoup de vocations chez d'apprentis tennismen, c'est Michael Chang, le David qui vient faire trébucher Goliath à Roland-Garros contre Lendl justement en 1989. Avec le fameux service à la cuillère, la balle de match où il rentre dans le court pour provoquer Lendl sur la balle de match. Ouais. Bon, ça c'est vraiment quelque chose de très culte. Tu penses toi aussi, David, que ça c'est des choses qui ont changé le tennis? Parce que finalement, bon, il y a eu Chang, il y a eu ce jour-là, mais après, bon, c'est un peu rentré dans le rang, non? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu, mais je pense que c'est plus une question de génération, parce qu'on voit plus ce genre d'attitude. Il y a Djokovic qui est un petit peu comme ça, qui a essayé de le faire avec toutes ces imitations, ces choses-là, de rentrer un petit peu dans le spectacle, mais finalement, il l'a un peu fait. On a l'impression qu'il s'est fait reprendre un petit peu, qu'il s'est calmé sur ce point-là. Et c'était le seul. Mais surtout qu'aujourd'hui, tu prends une amende dès que tu fais la moindre chose qui sort un peu du... C'est la vieille histoire aussi de Marat Safin, une année qui gagne un point de fou furieux contre Mantilla à Roland-Garros. Et bon, sa réaction après avoir gagné le point, il baisse son short. Ça fait marrer tout le monde, je crois que c'était sur le cours 2, de Roland-Garros, ça fait rire tout le monde. Par contre, l'arbitre, lui, c'est le point de pénalité. À peu près jusqu'à mi-cuisse. Non, le short, on ne dit pas le slip. Suffisamment pour qu'on aperçoive le slip. D'accord, ok. Les chefs-d'œuvre absolus, ça c'est génial dans votre livre. La finale de Wimbledon 80 entre Borg et McEnroe. Magnifique. Ça, je pense que c'est le match pour beaucoup de monde. Nous d'ailleurs, quand on s'est risqué à l'exercice du classement, ça a été très très compliqué de faire la part des choses entre cette finale-là de Wimbledon et celle qui a lieu 28 ans plus tard entre Federer et Nadal. En 2008. En 2008. Resitue-nous un petit peu justement cette finale de 80 entre Borg et McEnroe. Alors, on ne le sait pas encore, mais finalement, c'est le dernier Wimbledon de Björn Borg. C'est son 5e de suite, le plus difficile.